Bonsoir et bienvenue dans ce 23 heures à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté le Koweït où il a effectué une visite de 72 heures, une mission fructueuse meublée d'échanges. Le chef de l'État a rencontré avant son départ le président du Parlement et le Premier ministre koweïtien. Les assemblées annuelles de printemps de la Banque mondiale et du FMI débutent demain. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la tête d'une délégation, prend part à ces assises. Quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire? Nous en parlerons dans cette édition. Les abonnés à la téléphonie mobile ont jusqu'au 30 avril pour se faire identifier. Passé ce délai, il n'y aura pas de nouvelle prolongation. L'information a été donnée hier par le ministère de la Communication. Merci de suivre cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté le Koweït où il effectuait depuis dimanche une visite officielle. Le chef de l'État a, au cours de son séjour, été reçu par l'émir du Koweït, une audience qui a vu la signature de nombreux accords. Le président Alassane Ouattara s'est ensuite entretenu avec des hommes d'affaires koweïtiens. Il a obtenu du Fonds koweïtien pour le développement plus de 300 milliards de nos francs pour le financement de 3 projets prioritaires. Il s'agit de la construction du CHU d'Abobo, le financement d'une partie de la réalisation de la baie de Cocody et la construction de 8 collèges et lycées d'excellence. Mais avant son départ, le président Alassane Ouattara a reçu de hautes personnalités du Koweït, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président du Parlement. Tous ont félicité le chef de l'État ivoirien pour son leadership. Abiba Dambélé Saoué était notre envoyé spécial au Koweït. Le séjour koweïtien du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été rythmé par les visites de toutes les hautes personnalités du royaume. Le président du Parlement koweïtien, Marzouk Ali Al-Ghanin, un parlement monocaméral composé de 65 membres, dont 50 élus au suffrage direct par 5 districts électoraux, désignant chacun 10 parlementaires pour 4 ans et 15 membres désignés par le pouvoir. Les dernières élections ont eu lieu le 26 novembre 2016. Ce Parlement dispose de certains pouvoirs, notamment le contrôle de l'action du gouvernement et des ministres. Le président Alassane Ouattara et son hôte ont évoqué l'actualité sociopolitique et économique et souhaité le renforcement de la coopération entre les parlements des deux États. Le chef de l'État a informé le président du Parlement des avancées démocratiques en Côte d'Ivoire, les élections législatives et sénatoriales organisées de façon transparente et ouverte. Le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères s'est lui félicité du fait que la Côte d'Ivoire préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Le président Alassane Ouattara a salué le soutien du Koweït depuis 1999 dans le financement de 6 grands projets en Côte d'Ivoire d'un montant de 58,4 milliards de francs CFA dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, de l'équipement et de l'éducation. Il a ensuite sollicité l'appui exceptionnel du Fonds koweïtien pour le financement des projets issus du Programme national de développement 2016-2020. Le Premier ministre, son Altesse Cheikh Jaber Moubarak Al-Hamad Al-Sabah, a été la dernière personnalité de premier plan à être reçue par le président Alassane Ouattara au palais Bayan. Les deux personnalités se sont félicitées de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays depuis 1993 et se sont engagées à renforcer la coopération entre les deux États dans les domaines économiques. Le président et son hôte ont salué la convergence de vues dans le cadre de la résolution des conflits dans le monde, conformément à leurs mandats respectifs au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, où ils siègent en qualité de membres non permanents depuis janvier 2018. Avant le chef du gouvernement, l'ancien Premier ministre du Koweït a rendu une visite de courtoisie à son ami et frère, le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly conduit une délégation aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international prévues du 19 au 23 avril à Washington, D.C., aux États-Unis. Les réunions de printemps rassemblent chaque année des responsables gouvernementaux, des représentants du secteur privé et de la société civile, des universitaires et des hauts dirigeants des institutions financières de Bretton Woods. Quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Alexis Ouedraogo. Digbe est aide-maçon. Cette semaine, dans sa région, des travaux de construction d'une usine ont démarré. Les travaux sont prévus pour 3 ans.
3 années durant lesquelles Digbe pourra travailler sur le chantier, prendre soin de sa famille et faire des économies. Mais pour que cette usine voie le jour, il a fallu un programme inscrit dans un plan structuré par le gouvernement. On parle du plan national de développement. Et pour que ce plan soit mis en œuvre, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Chaque année donc, à l'instar de la Côte d'Ivoire, de nombreux pays africains et européens, en dépit de leurs ressources internes, se retrouvent sur des marchés financiers internationaux pour lever des fonds indispensables à l'exécution de leur politique économique. Du 9 au 15 mars dernier, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly était sur les places financières de Londres, New York, Francfort et Paris. Le pays a levé un peu plus de 1115 milliards de francs CFA à travers l'émission d'un eurobond à 2 tranches. Une opération inscrite dans le cadre du financement du budget 2018. Tous les fonds levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler la croissance à travers des créations d'usines comme celle dans laquelle travaillera Digbe ou toute autre infrastructure. Cette semaine, le chef du gouvernement refait sa valise. Amadou Gon Coulibaly part à Washington où il prendra part aux assises des institutions financières de Bretton Woods. Une sortie qui intervient au terme d'une mission des services du FMI en Côte d'Ivoire avec un rapport édifiant. Les perspectives pour la croissance en 2018 et le moyen terme restent solides pour une croissance soutenable et inclusive. Et la visite du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Makhtar Diop. Mieux, le 10 avril dernier, la Banque mondiale a accordé un prêt de 107 milliards de francs CFA, l'une des nombreuses retombées de la présence ivoirienne aux assemblées de 2017. Le prêt permettra d'accompagner la transformation de l'Anacard, un financement qui va créer de nouvelles opportunités de diversification et donner une plus grande impulsion à la production industrielle grâce à la transformation locale des produits de l'Anacard. 440 000 emplois pourraient être créés, dont au moins 60% destinés aux femmes. À Washington, le Premier ministre et ses experts partageront la position et la vision du pays sur les enjeux de l'économie mondiale, mais également sur l'économie nationale. Ils présenteront les besoins de financement du pays, histoire de mobiliser des ressources pour les programmes de développement à venir. Le gouvernement, il faut le souligner, s'est engagé dans son programme d'action prioritaire 2018 à faire que chaque Ivoirien jouisse pleinement des retombées de la santé économique du pays. Au chapitre politique, le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan a animé aujourd'hui une conférence de presse. Au menu, l'actualité nationale, notamment la réforme de la CEI et l'installation du Sénat. Moussa Konati. La fête de la liberté, une célébration pour marquer le combat mené par le Front populaire ivoirien depuis les années 90. Après 2 années d'interruption, le FPI renoue avec la tradition cette année. La fête de la liberté se tiendra le 12 mai prochain dans la commune de Yopougon. Le thème retenu cette année est à la reconquête des libertés. Les libertés, leur conquête, leur préservation et leur reconquête sont une quête permanente. Cette quête a rythmé la vie et l'histoire politique du FPI et c'est dans cette dynamique que s'explique et s'inscrit la célébration cette année encore de notre prochaine fête de la liberté. Face à la presse, le président du FPI maintient sa position sur la réforme de la Commission électorale indépendante CEI avant les futures échéances électorales. Abordant la question du Sénat, installé le 12 avril dernier, Pascal Affi-N'Guessan confirme la non-participation de son parti aux activités de l'institution. C'est dans ce local situé aux 2 plateaux Vallon, à Cocody, que le FPI siège désormais. Lieu où Pascal Affi-N'Guessan et son équipe travaillent pour la reconquête du pouvoir en 2020. Le ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant effectue une tournée dans la Bagoué, région dont plusieurs localités ont connu des affrontements et une crise communautaire. Maria Toukone a sensibilisé les populations à la préservation du climat de paix et au renforcement de la cohésion sociale. Mamadou Kwasi. Dans la région de la Bagoué, les cadres et la population ont décidé d'accompagner le conseil régional ainsi que le gouvernement dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base. Ce sont plusieurs écoles et centres de santé qui sont construits par les mutuelles de développement. Une véritable politique de développement bien appréciée par la ministre Maria Toukone. Pour elle, ces actions sont le fruit de l'esprit de solidarité et d'union qui règne entre les cadres de la région de la Bagoué.
La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariétou Koné, appelle l'ensemble des populations et les cadres à renforcer davantage la paix dans la Bagoué. À Kouloussan, dans le département de Tengrela, elle a félicité les populations qui ont réuni 30 millions de francs CFA pour la construction de leur centre de santé. Une action qui exprime selon elle le vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Personne ne viendra faire le développement de vos villages et de votre région à votre place. Vous l'avez bien compris, vous vous êtes mis ensemble et voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous nous réunissez ici aujourd'hui et je voudrais vous féliciter pour le travail que vous avez entrepris et vous encourager à aller de l'avant. Continuez comme vous avez commencé parce que vous servez de modèle dans toute la Bagoué. Et la Bagoué, en s'inspirant de votre exemple, m'aide dans mon travail, que m'a confié son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans toutes les localités visitées, la ministre en charge de la solidarité salue les actions du corps préfectoral qui œuvrent au quotidien pour la paix. Le professeur Mariétou Koné exhorte l'ensemble des populations à saisir les autorités compétentes en cas de divergence et non à se faire justice soi-même. Elle souhaite que les conflits de Kanakono, dans le département de Tengrela et des villages de Kasséré soient de lointains souvenirs pour l'ensemble des populations des 3 départements de la région de la Bagoué. Message bien apprécié par les populations qui ont décidé d'être des ambassadeurs de paix pour prôner davantage le vivre ensemble tout en renforçant la cohésion sociale. Journée de pardon au chef de l'État dans la région du Cavali. C'est une initiative des jeunes qui regrettent leurs actes d'incivisme à Guiglo durant la crise de la forêt classée de Gouindébé et à Blolequin. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre Anne-Désiré Oloto, F. Bouy. Aoukongue, entendez pardon en langue oué, où nous, jeunes de Blolequin et du Cavali, demandons pardon au chef de l'État et à la nation entière, sont entre autres les messages qu'on pouvait lire ça et là sur cette place publique à Blolequin. Nous sommes à la journée du pardon au chef de l'État et à la nation ivoirienne. Une initiative de l'Union de la jeunesse du Cavali suite aux nombreux actes d'incivisme des jeunes dans la région au cours de ces derniers mois, surtout à Guiglo lors du conflit foncier de Gouindébé et à Blolequin le 17 février dernier. Soutenus par la chefferie traditionnelle et l'ensemble des élus et des cadres, les jeunes de Guiglo, de Blolequin, de Taï et de Toulepleu demandent pardon. Nous, jeunes du département de Blolequin, sommes rendus coupables d'actes d'incivisme. Des actes qui, bien évidemment, ternissent l'image des jeunes de la région. Nous organisons cette cérémonie pour essuyer l'affront que nous avons fait à notre propre nation. Pardon au président. Pardon à toutes les autorités venues servir dans notre région et écorchées par notre faute. Pardon au préfet de région, au corps préfectoral et aux autorités. Pardon à tous. La ministre Anne-Désiré Oloto, fille de la région et patronne de cette cérémonie, rassure les jeunes. Le président de la République dirige la Côte d'Ivoire en bon père de famille. Il vous a déjà pardonné. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Elle a en outre sensibilisé les jeunes à se détourner des actes d'incivisme, les invite à respecter les symboles de l'État et à se battre pour leur avenir. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour dire aux jeunes que l'option de la violence est une mauvaise option. L'option de la vengeance est une mauvaise option. Nous sommes dans un état de droit. Il faut faire confiance à notre justice. Chaque fois qu'un citoyen aura mal agi, c'est à la justice de prendre ses responsabilités et d'apporter une suite à ce genre d'agissement. Il n'appartient pas à la population de se rendre justice. Je voudrais également dire aux jeunes que ce que le gouvernement attend d'eux, c'est qu'ils se mettent au travail. C'est qu'ils saisissent les opportunités qui sont chaque jour mises à leur disposition pour assurer une relève intelligente demain. Et pour apporter des réelles solutions aux problèmes des jeunes dans cette région, des états généraux de la jeunesse sont annoncés pour très bientôt. En santé, les kinésithérapeutes se forment sur le plan clinique au nombre de 150. Ils sont venus d'Europe et d'Afrique pour partager leurs expériences en vue d'une meilleure prise en charge des malades. Ami Sissoko. Les masseurs et kinésithérapeutes en Côte d'Ivoire sont une centaine, tous formés à l'Institut national de formation des agents de santé à Abidjan, INFAS.
Aider les malades à améliorer leurs fonctions motrices perturbées de façon manuelle ou avec des instruments, c'est à cela que s'attellent les masseurs kinésithérapeutes. Nous intervenons dans tous les domaines de spécialité de la médecine. Donc tout ce qui est atteint sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire les prises en charge de douleurs, par exemple, comme les sciatiques, les lombalgies et autres, et toutes les atteintes de la locomotion, donc les arthroses, les cas d'AVC, en général, tout ce qui empêche l'homme de bouger normalement. À Abidjan se tient la première édition de la formation africaine de kinésithérapie. Premier volet de cette rencontre scientifique, la formation clinique. Le second, le plaidoyer pour la promotion de la kinésithérapie. Réunis, masseurs kinésithérapeutes ivoiriens, d'Afrique francophone et de la Confédération mondiale pour la thérapie physique. Occasion pour ces dernières de les outiller. Nous avons choisi des conditions cliniques qui ont été jugées prioritaires par les kinésithérapeutes. On va parler de cervicalgie et de lombalgie. Il y a un module en kiné respiratoire et un module en réhabilitation cardiovasculaire. Le masseur kinésithérapeute est un professionnel de santé. Il intervient sur prescription médicale. Son rôle dans la prise en charge des cas de lombalgie, douleurs chroniques, cervicalgie et autres est crucial. Le massage, c'est un des éléments qu'on utilise pour faire les soins. Mais dans certains cas, on ne masse pas. Dans les cas d'AVC, on parle de reprogrammation du schéma moteur au niveau central. C'est-à-dire la personne a perdu tout le sens au niveau du cerveau, de la locomotion de son côté paralysé. Ça, ce n'est pas des massages qui vont le faire. Au contraire, dans ce phénomène, il y a ce qu'on appelle la spasticité qui les fait se rétracter et c'est les massages qui engendrent ça. Donc, quelqu'un qui a fait un AVC, il ne faut même pas essayer de masser. La rencontre d'Abidjan des masseurs kinésithérapeutes d'Afrique est aussi un cadre d'échange d'expériences. On dénomme 450 000 masseurs kinésithérapeutes à travers 130 pays. Après le 30 avril, la campagne d'identification des abonnés à la téléphonie ne sera plus prolongée. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste invite les retardataires à se faire identifier avant ce délai. Lancine Bakayuku. La deuxième campagne d'identification des abonnés devait initialement s'achever le 31 mars 2018. Mais à cause des problèmes liés en grande partie aux difficultés dans l'établissement des pièces d'identité, le gouvernement a exceptionnellement prorogé la fin de l'opération au 30 avril prochain. Si fin avril, quelqu'un n'est pas identifié conformément au décret, il a mai et juin pour se mettre en règle pendant qu'il reçoit des appels mais il ne met pas. Passer ce délai, fin juin, le numéro peut le jeter. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, les pouvoirs publics veulent éliminer les cartes SIM mal ou non identifiées sur le réseau. C'est important pour la sécurité de l'État. On ne peut plus jouer avec. Chez nous ici, bon, je dois dire qu'on plaisantait avec. Moi, je suis allé en Corée. Je n'ai pas pu donner un coup de fil jusqu'à ce que je suis revenu. Je suis allé au Japon. C'était pareil. Pour cette opération d'identification des abonnés, l'autorité de régulation des télécommunications a prescrit l'unique usage des pièces biométriques, restreint l'identification aux seuls locaux des opérateurs télécoms et de leurs prestataires agréés. À ce jour, environ 65% des 32 millions d'abonnés ont déjà été identifiés. Abidjan a abrité les 16 et 17 avril un séminaire régional sur le déploiement de la télévision numérique terrestre. Il concerne les pays de l'UEMOA et de la Guinée. Au nombre des recommandations figure la mise en place d'un cadre de coopération sous-régional en vue d'accompagner le processus de migration vers la TNT dans les différents pays concernés. Grâce Kandou. 17 juin 2020, date butoir prévue par l'Union internationale des télécommunications pour basculer vers la télévision numérique terrestre TNT. Le projet concerne les pays membres de l'UEMOA et la Guinée. Pendant 2 jours, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de cet espace fait le point des avancées. Au thème de la rencontre, des recommandations. Nous avons souhaité une collaboration, une concertation permanente entre les différentes instances de régulation de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Nous avons également souhaité
que les États membres de l'Union monétaire ouest africaine coordonnent leurs actions pour une mobilisation efficiente des fonds afin d'accompagner le déploiement du numérique dans les pays membres de l'Union monétaire ouest africaine. Nous avons également préconisé qu'il y ait une harmonisation de la législation sur la régulation de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Nous sommes, je peux dire, assez avancés de part et d'autre, suivant les pays. Il y en a qui ont déjà fait de grands pas. Il y en a qui sont en train de démarrer. De toute façon, on peut se féliciter à travers cette rencontre d'avoir un panorama de la situation à travers nos différents pays. Il faut qu'on se mette ensemble pour essayer d'avoir une évolution un peu harmonisée au niveau de l'espace. Le secrétaire permanent de cette plateforme salue la qualité des travaux sur le déploiement de la télévision numérique terrestre. Ce séminaire a été très enrichissant. Nous avons appris des uns et des autres, nous donnant ainsi les meilleurs outils de régulation dans l'environnement numérique. Cette rencontre est un nouveau point de départ pour notre plateforme, dont l'utilité nous paraît plus que jamais évidente. Les expertises et expériences recueillies au cours de ce séminaire régional seront consignées dans un guide pratique. Ce guide servira de base de données. C'est parti depuis hier pour la 11e édition du FEMIA. C'est à Makori, dans les locaux de l'INJS. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de ce festival. Issa Yeo nous fait découvrir les à côté du démarrage de l'événement. Tam-tam parleur, danse du terroir, ambiance des grands jours à Anoumambo, village situé dans la commune de Makori. Le ton est ainsi donné pour le FEMIA 11, Festival de musique urbaine d'Anoumambo. Une libation pour implorer les membres des ancêtres afin qu'ils veillent sur le bon déroulement de la manifestation. Nous sommes la pure tradition africaine en pays ébrié, au bord de la lagune ébriée. On bascule tout le monde. Les jeunes voyants, prestation d'artistes, tout y est pour donner un caractère festif à la manifestation sous l'œil protecteur du chef du village d'Anoumambo. Notre village est connu de partout le monde. Nous espérons qu'il y a des investisseurs qui viendront quand même aider notre village à prospérer. Le FEMIA, une occasion pour les artistes invités de démontrer leur talent et leur savoir-faire. C'est un plaisir pour moi de participer au FEMIA. C'est ma première fois, donc je vais apporter la touche coupée décalée. J'invite tout le monde à venir découvrir que je vais rendre live parce que voilà, c'est assez spécial. En 11 ans d'existence, le FEMIA déchaîne des passions et force l'admiration des partenaires. L'exemple des magiciens, l'exemple là pour dire aux jeunes gens, on n'a pas besoin d'immigrer pour réussir. On peut être sur place, les magiciens ont fait leur classe à Anoumambo et aujourd'hui ils sont sur le toit du monde. C'est un exemple pour dire aux jeunes gens, croyez en vos talents, restez en place, développez vos talents et puis vous pouvez réussir sans forcément prendre le risque de vous immigrer et mourir. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous contribuons tout en créant des emplois et faire comprendre à ces jeunes-là qu'à force de persévérance, le rêve devient réalité. L'État a mis en place des conditions qui permettent évidemment d'avoir accès à des emplois. Et c'est à nous d'accompagner l'État. Des dispositions sont également prises pour que la fête soit totale. Ici, nous avons à peu près 7 groupes électrogènes qui sont déployés et 60 collaborateurs qui assistent en permanence le FEMIA pour ne pas que des perturbations reviennent. Donc nous prenons toutes les dispositions qu'il faut pour que les choses se passent très bien. La grande messe prévue à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, à Makori et à Koroko, aura lieu du 17 au 22 avril. Pour cette édition, plus de 50 000 spectateurs sont attendus sur les sites. Cadre de célébration de la diversité culturelle par excellence, le Popo Carnaval de Bonoa vient de s'achever. Un défilé géant et l'incinération du roi du Popo ont marqué la fin de l'édition 2018.
Et sachez que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé aujourd'hui à Washington, D.C. Il va prendre part dès demain aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. L'intervention du chef du gouvernement est très attendue le vendredi prochain. Il va s'exprimer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'inclusion financière. Également, dans l'agenda du Premier ministre, plusieurs rencontres avec des hommes d'affaires américains séduits par les performances de l'économie ivoirienne. On écoute le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce sont des réunions traditionnelles qui sont organisées par le Fonds monétaire et la Banque mondiale, donc les réunions de printemps et les assemblées annuelles d'octobre. Je viens, comme l'année dernière, participer à ces réunions et ça donne l'opportunité de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les deux institutions, que sont le Fonds monétaire et la Banque mondiale, pour trouver donc toutes les solutions qui permettent de consolider la dynamique économique enclenchée dans le pays depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir. Donc je suis donc très heureux d'être là et de travailler pendant 3-4 jours à essayer de faire avancer tous les dossiers qui concernent notre pays. Je participerai donc à un panel sur la question de l'inclusion financière et comment les nouvelles technologies peuvent contribuer à cela. Et vous savez que notre pays a pris toute une série de réformes importantes dans le domaine des TIC et qui ont conduit aujourd'hui à un boom spectaculaire à la matière. Aujourd'hui, on sait que les transferts monétaires sur la base de mobile money se fait aujourd'hui autour d'environ 17 milliards par jour. Donc, ce qui est extrêmement important en matière d'inclusion financière et c'est tous ces éléments que nous aurons à partager avec les différentes personnes qui ont participé à ce panel. L'actualité en bref en Afrique nous conduit dans un premier temps au Zimbabwe où s'est déroulée la première fête d'indépendance de l'ère post-Mugabe. Olivier Iriebi, Abou Sanogo. Le Zimbabwe a célébré ce mercredi au stade d'Harare sa première fête de l'indépendance sans Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980. Dans le discours qu'il a prononcé, le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a réaffirmé son engagement d'organiser des élections générales libres et justes cette année. Le principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, a assisté aux célébrations de l'indépendance, mettant fin à un boycott de plusieurs années sous l'ère Mugabe. Les élections présidentielles et législatives en Turquie auront lieu le 24 juin prochain. Cette annonce a été faite ce mercredi par le président Recep Tayyip Erdogan lors d'un point de presse qu'il a animé à Ankara. Pour le président turc, la tenue de ces élections un an et demi avant la date de novembre 2019 prévue initialement vise à faire face à la situation en Syrie et à la nécessité de prendre rapidement des décisions sur l'économie. 605 nouveaux députés cubains, élus lors des dernières élections législatives de mars 2018, ont tenu ce mercredi leur première séance plénière dans le palais de convention de Miramar, quartier éloigné du centre-ville de La Havane. Au cours des travaux qui se sont déroulés à huis clos, les députés de la nouvelle Assemblée cubaine ont élu leur cadre, puis les 31 membres du Conseil d'État et le président qui succédera à Raúl Castro. Pour rappel, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé ce mercredi à Washington, D.C., où il va prendre part dès demain aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. L'intervention du chef de gouvernement est très attendue le vendredi prochain. Il va s'exprimer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'inclusion financière. Également, dans l'agenda du Premier ministre, plusieurs rencontres avec des hommes d'affaires américains séduits par les performances de l'économie ivoirienne. Ainsi s'achève ce 23h. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. À très bientôt.